Ordinateur, ça va saturer. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Samuel Assine de Filigrane va nous présenter OpenCTI. Merci Hervé. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Effectivement, j'aurais dû être présent physiquement et je m'en excuse, mais je suis quand même ravi de pouvoir faire cette présentation d'OpenCTI, donc qui est une plateforme d'analyse des cybermenaces, une plateforme open source qui est développée donc par la société Filigrane. Et je ne reviendrai pas sur la société Filigrane. Je suis juste ici pour. Alors, j'ai quelques slides, mais ça va être principalement un mode de démonstration. J'espère pouvoir aussi répondre à toutes vos questions sur cet outil qui a largement évolué ces dernières années. Alors, d'abord, la première chose, c'est juste pour rappeler, alors certains d'entre vous connaissent déjà, je pense, la plateforme en tant que telle. Vous le savez, elle a été créée, enfin la première version qui est sortie sur GitHub a été créée il y a déjà de ça 3 ans, donc ça commence à faire un certain nombre d'années que cette plateforme existe. Et depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, la société Filigrane a repris, en fait, enfin, a repris, même si on le développait déjà avec Julien, tous les deux, effectivement, plutôt sur notre temps libre. La société Filigrane a repris le développement pour accélérer, en fait, le développement de nouvelles fonctionnalités et le delivery de l'ensemble de la roadmap du produit. Principalement pour faire passer un peu on va dire la plateforme à l'échelle. Voilà, ça c'est pour le contexte d'OpenCTI. Alors maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, juste une rapide introduction. Donc la première chose, c'est que la plateforme a été créée initialement pour répondre à un besoin qui n'était pas couvert forcément par d'autres plateformes à l'heure actuelle, notamment dans le monde de l'open source, mais également dans le monde des plateformes dites commerciales, qui était en fait de permettre aux analystes, aux RSSI ou à des personnes différentes dans l'organisation, dans une organisation cyber, hein, que ce soit dans une grande entreprise ou dans une plus petite, de stocker et d'organiser tous les niveaux de renseignement d'intérêt cyber. Alors, à la fois le niveau plus technique, alors on connaît, c'est l'histoire de la CTI depuis une dizaine d'années, hein, qui a commencé plutôt par stocker des éléments techniques. J'aime pas trop le mot IOC, mais effectivement des signatures avec plus ou moins de contexte et plus ou moins de facilité à les manipuler et à les opérationnaliser au sein de son système d'information ou à d'autres degrés dans l'organisation. Mais ce qui vraiment manquait, c'est avoir un outil qui soit complètement compréhensif en termes de stockage d'éléments techniques, de stockage d'éléments plus opérationnels, des TTP, des chemins d'attaque, pouvoir stocker des kill chains, à des éléments beaucoup plus stratégiques et surtout à pouvoir pivoter en fait entre les différentes dimensions, c'est-à-dire à pouvoir vraiment faire des drill down entre une capacité à se dire ok c'est peut-être un vœu pieux aujourd'hui de dire je dispose potentiellement de 350 signatures de détection. J'ai des outils qui ont quand même des capacités limitées en termes de hunting, en termes de détection, et je voudrais me concentrer uniquement sur un subset de ces éléments-là, ou quand je mène des campagnes de threat hunting, me concentrer uniquement sur des choses qui sont pertinentes, ou lorsqu'il s'agit par exemple de faire du vulnerability management, de pouvoir prioriser effectivement, bien sûr en fonction de la sévérité des vulnérabilités, mais également en fonction par exemple de leur exploitabilité, du fait qu'on connaît si on a un exploit qui est effectivement utilisé dans la nature, et a fortiori si cet exploit est utilisé par exemple dans le cadre de campagnes qui ciblent spécifiquement mon secteur d'activité. Et toutes ces questions-là, auxquelles on a, depuis le début, hein, toutes les équipes de Threat Intel, et en France, on en a de très bonne qualité. Je salue bien sûr le travail de Sequoia, mais d'autres également, et d'Intrinsèque sur ce sujet. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir répondre à ces questions de manière assez automatisée et assez massifiée dans l'organisation. Bon, c'est une plateforme effectivement qui permet de collecter de la connaissance, de l'agréger. Alors comme ça a été dit dans la précédente présentation, il y a une grosse partie un peu big data dans OpenCTI, même si on a vraiment le grand écart. C'est-à-dire que dans la communauté, on va retrouver autant des agences qui utilisent la plateforme de manière extrêmement manuelle, donc qui vont plutôt être sur des catégories un peu small data, avec de la donnée plutôt qualifiée, de la capitalisation très très ciblée,
et ensuite de l'usage et de l'investigation très ciblée, ou au contraire des organisations qui vont déverser véritablement des milliers de sources, qu'elles soient OSINT ou payantes ou qu'elles proviennent de leur propre système d'information. Et donc, on va voir un peu justement ces différents cas d'usage. Alors, si vous prenez la plateforme, finalement, comme toute plateforme de data, donc déjà, effectivement, OpenCI ne fait pas de détection, OpenCI n'est pas un XDR, OpenCI n'est pas une plateforme de gestion d'assets ou de CMDB. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est un peu justement ce qui en fait une plateforme qui est un peu différente. Ça reste une plateforme qui est faite d'in et d'out, et c'est ça qui est le plus important à comprendre. Alors, bien sûr, les inputs peuvent être tout ce qui vont être les feeds de Threat Intelligence, des informations qu'on a récoltées, que ce soit sur ces systèmes internes, sur ces services, des sightings, des incidents, potentiellement des cases, tout ce qui va être rentré également manuellement par une équipe CERT, une équipe de réponse à incidents, une équipe d'analystes. Et on va également pouvoir y faire rentrer toutes les vulnérabilités qui sont situées sur le SI, mapper ça potentiellement avec des versions de software et mapper ça bien sûr avec des groupes d'attaquants ou avec des campagnes, et puis des assets, on va dire, plus opérationnels. On a beaucoup d'organisations dans notre communauté qui utilisent la plateforme pour faire rentrer des datas effectivement sur les numéros de version, sur des artefacts qu'on aurait trouvés sur un système d'information, soit dans le cadre d'une investigation type réponse à incident, soit dans le cadre finalement d'analyse pure d'artefacts qui peuvent être trouvés sur le SI. Et puis après, on va avoir tout ce qui va être output. Et là, dans les outputs, on pourrait les séparer un peu en deux catégories avec plusieurs dimensions. C'est-à-dire, on va avoir des catégories d'output qui sont plutôt à l'intérieur de la plateforme. Comment on va constituer une base de connaissances qui nous permettra d'accéder à de la connaissance lorsqu'on en a besoin. Une connaissance qui va être soit tactique, soit stratégique, soit plus opérationnelle. Comment on va évidemment alimenter des capacités de détection, qu'elles soient de capacités de type EDR sur le endpoint ou XDR plutôt au niveau du cloud, comment on va alimenter des blocklist proxy, des blocklist firewall, il y a énormément de systèmes pour le faire, comment potentiellement on peut faire de la réponse à incident directement sur la plateforme, il y a quelques vidéos qui sont sorties ces derniers temps, une partie vraiment case management, mais aussi investigation, sandbox, intégration avec des sandbox, capacité véritablement à agréger des alertes ensemble et à comprendre un peu mieux comment elles sont corrélées entre elles. Ou des choses un peu plus stratégiques sur le reporting, la capacité bien sûr à créer des tableaux de bord assez avancés ou à alimenter des systèmes d'analyse de risque ou des systèmes de stress test, d'exercice, voire de purple team. Ça, je n'y reviendrai pas forcément dans cette présentation. Alors l'objectif, bien sûr, c'est de vous montrer la plateforme avant tout. Alors j'espère que vous voyez bien. Je ne sais pas si l'écran est grand dans la salle ou pas. Sinon, vous me dites et je zoome un peu, hein. Donc, Alors, n'hésitez pas à moi, m'interrompre. personnellement, je vois, mais je suis au deuxième rang. Est-ce que vous voyez? Ah oui, c'est pas mal. Oui, oui, l'écran est. Ouais, ouais, nous, on a un bon écran, donc chez nous, c'est bon. Enfin, en OK. présentiel. Ok, très bien. Alors, la plateforme, si vous voulez, elle est constituée effectivement principalement de deux parties. Et après, je reviendrai un peu. Alors, je ne vais pas vous faire un tour de toutes les fonctionnalités de la plateforme, c'est pas l'idée. L'idée, c'est plutôt de vous présenter comment elle est utilisée avec différents cas d'usage, que ce soit dans une équipe de threat intelligence, dans une équipe de réponse à incident, dans une équipe SOC. Mais pour ça, effectivement, on va passer au travers de différentes fonctionnalités. Et il est important de comprendre comment la plateforme a été organisée. En fait, elle a été organisée finalement en deux parties. Une partie qui va constituer un peu ce qu'on appelle globalement chez nous la connaissance chaude, au sens le travail en day-to-day. Autre chose qui est important de comprendre aussi dans la plateforme, c'est que OpenCI a été construit pour être un graphe de données. Et quand on parle de graphe, je ne vais même pas vous parler de base de données graphe, puisque derrière, en fait, ce n'est pas une base de données graphe, mais effectivement, la structuration de la donnée a été construite véritablement comme un graphe qui suit le modèle Stix avec tous ses inconvénients et tous ses avantages. Pas revenir ici sur un débat autour du standard et de ce modèle qui commence à être maintenant quand même bien connu pour la plupart des praticiens de la cyber. Mais effectivement, quand on est familier avec Stix, on se retrouve assez familier dans la plateforme. On retrouve évidemment de la taxonomie commune, on retrouve des catégories
dans lesquels on se sent à l'aise quand on est à l'aise avec le modèle Stix. Donc, j'y reviendrai pas, mais si vous trouvez des similitudes entre la plateforme et ce modèle, c'est totalement normal puisque la plateforme a été construite autour de ce modèle pour permettre justement de pivoter en fait à l'intérieur du graphe, quels que soient les endroits où vous vous trouvez dans la plateforme. Donc la connaissance chaude ici, et tout est graphe, j'y reviendrai, tout est graphe dans OpenCTI. La connaissance chaude, ça va être évidemment, bien sûr, toutes les analyses qui vont rentrer. Alors par analyse, sans rentrer dans les détails, on va retrouver bien sûr tous les rapports qui proviennent de différents éditeurs. On va retrouver aussi toutes les analyses de code malveillant qui sont également des entités Stix. Et qu'on verra un peu plus tard. On va retrouver toute la partie case management dans lesquelles soit ce sont des cases qui sont créés dans le cadre d'automatisation qui sont faites à l'intérieur de la plateforme, soit ce sont des cases, bien sûr, qu'on peut créer manuellement, ou ce sont des cases qui, comme vous le voyez par exemple à l'écran ici, peuvent remonter par exemple d'un Microsoft Sentinel, d'un Arfanglab, de n'importe quel type de DR ou d'XDR. Ils viennent plutôt agréger en fait des alertes ensemble et ensuite il y a une capacité à investiguer, à mettre en place des listes de tâches, assignation des tâches, à visualiser ça sous forme de timeline ou de graphe, mais ça on pourra y revenir. Ici, on va retrouver plutôt les incidents, donc incidents au sens alerte, mais dans les catégories d'incidents que vous pouvez traiter avec OpenCTI, ça peut aller du simple phishing ouvert par exemple depuis un signalement sur Outlook ou des plugins ou différents types de plugins. Ça peut être un data leak, ça peut être un ransomware, un typo squatting. Ça va un peu dépendre en fait des différents cas d'usage que vous avez avec la plateforme. Quand je vous disais effectivement que la plateforme est capable de stocker des informations techniques et non techniques, c'est que on va retrouver toute une catégorie quand même d'éléments dans la plateforme de type technique. Alors, soit effectivement des signatures. Par signature, on entend des règles Yara, des règles Sigma, des règles Snort. Une des particularités ou des patterns sticks, une des particularités d'OpenCTI, c'est que tous les types de patterns de signature qui sont ici affichés à l'écran sont validés avant leur import. Donc, vous ne pouvez pas importer une règle Yara dans OpenCTI qui n'est pas valide. Il y a une validation qui est faite au moment où vous importez la règle Yara. Et quand je vous parlais de graphe, effectivement, si je vais prendre ici un exemple assez simple, on va prendre celle-là par exemple, de règle Yara ici. Donc, c'est une règle Yara qui est valide, qui est rentrée dans la plateforme le 11 décembre, donc c'était hier, qui provient de Malpedia. Et effectivement, on va toujours retrouver du contexte. Et c'est tout le principe ici de retrouver du contexte, de dire, OK, cette règle Yara, elle correspond à un malware. Alors ça, c'est un peu, on va dire, le b.a.-ba de la threat intel, de dire, bon, bah, j'ai quelque chose, je vais pouvoir lancer un hunting, ça m'intéresse, pourquoi, etc. Mais surtout, la question, c'est de pivoter effectivement sur ce malware et de savoir, OK, quelles sont les informations qui sont à notre disposition sur ce malware, comment on peut potentiellement lancer une campagne de hunting, pourquoi on le ferait. Et après, je vais vous montrer justement toute la capacité, un peu le workflow au quotidien de comment on utilise la plateforme. Et là, on rentre dans la deuxième partie ici, qui est véritablement la partie un peu encyclopédie de qu'est-ce que j'ai dans ma plateforme à ma disposition en termes de mode opératoire, en termes de campagne, en termes de malware, d'outils, de vulnérabilité. Et donc, si effectivement aujourd'hui, je prends un exemple simple sur un code malveillant bien connu sur du Emotet par exemple, on voit qu'on a un certain nombre d'informations à notre disposition. On peut aller effectivement sur la catégorie connaissances ici, dans lequel on va retrouver en fait toutes les informations consolidées qui sont à notre disposition sur Emotet. Alors ici, on voit qu'on a différentes sources. On a du Sequoia, on a du IronVault, on a du RiskIQ, on a du Mandiant, on a du EZ, on a du Trend, on a du OCD. On a un certain nombre d'indicateurs. Et ici, on va voir par exemple, OK, quels sont les différentes TTP qui sont utilisés par Emotet. OK, bon, ça peut être intéressant. On va voir par exemple des informations sur la victimologie, quelles sont les régions qui sont ciblées, quelles sont les dernières choses qui sont arrivées, ou par exemple, quelles sont les dernières campagnes quelles sont les dernières campagnes dans lesquelles, par exemple, Emotet a été utilisé. Et là, je vais rajouter un petit filtre en disant, bon, bah, OK, moi, ce qui va m'intéresser, évidemment, OK, si c'est bon, c'est OK. Bon.
coup, c'est bien, c'est un peu l'effet démo, c'est pas grave. Sur des plateformes de test, je pourrais y revenir un peu plus tard. L'idée ici, c'était de pouvoir refiltrer, et normalement, on a un filtre à disposition pour savoir quelles sont justement les campagnes qui ont en même temps ciblé tel ou tel secteur de la part des motettes et dans lequel, effectivement, on peut avoir des informations pour ensuite pivoter sur la campagne en question, donc par exemple celle-ci, et aller effectivement lire de manière plus détaillée le rapport en question. Alors, on va aller voir par exemple effectivement celle-ci, TLP Clear, dans lequel effectivement on va ici, on a une campagne, on a potentiellement un rapport qui est lié, qu'on va pouvoir ensuite aller lire, qu'on va pouvoir effectivement visualiser sous forme de graphe. Et quand je vous disais effectivement tout est graphe dans la plateforme, c'est que là, ici, par exemple, je vais prendre ce graphe-là et si vous connaissez, je pense que certains d'entre vous, puisque bon, la communauté connaît bien cet outil qui est Maltego, ce qui est le plus intéressant, c'est de dire, OK, là, ici, on a par exemple un graphe qui nous intéresse, on a un rapport qui est modélisé proprement avec des secteurs d'activité, avec des indicateurs de compromission. Mais si on a envie d'aller plus loin, on peut ici démarrer une investigation basée sur ce rapport. Et là, on va pouvoir commencer effectivement à pivoter en disant, OK, bah, ce malware, moi, je le connais mal. Est-ce que, par exemple, j'ai potentiellement d'autres indicateurs qui seraient liés à ce malware? Et on va pouvoir commencer à pivoter de manière générale pour savoir si on a d'autres indicateurs, si on a d'autres rapports qui sont liés potentiellement à, là je vais juste ouvrir par exemple les rapports qui sont liés à ce malware et pouvoir potentiellement commencer à pivoter. Donc cette capacité en fait, et là je vais juste effectivement revenir un peu comme ça, cette capacité à pivoter, vous vous rendrez compte que en fait c'est la plateforme, c'est un grand graphe de données. Ici dans le cadre d'une investigation, vous pouvez véritablement afficher l'ensemble de la connaissance. Et dans cette plateforme, elle est assez nombreuse, assez vaste. On a 4,2 millions d'entités. On a à peu près 5 millions de relations. Donc, c'est pour ça qu'on parlait effectivement de big data. Ici, ça, c'est un peu pour vous donner un aperçu général de la plateforme. Dans la partie observable ou artefacts, on a la capacité, bien sûr, je vous l'avais dit, à gérer des artefacts, à potentiellement avoir un écosystème de connecteurs d'enrichissement. Et du coup, je vais revenir un tout petit peu sur les slides pour vous montrer juste comment est construit en fait tout cet écosystème-là avant de replonger plutôt dans les fonctionnalités de type, OK, comment je peux faire au quotidien pour être alerté lorsque quelque chose m'intéresse, comment je peux construire un tableau de bord, comment je peux construire après des capacités d'intégration avec la plateforme, etc. Juste un petit mot sur l'écosystème. Donc, dans OpenCTI, il existe en fait 5 types de connecteurs. Des connecteurs qui d'abord sont chargés vraiment de l'import de la donnée. Donc vous en avez quelques exemples ici, soit des flux effectivement bien connus, soit des capacités d'OSINT. Il existe aussi des capacités d'ingestion de données qui ne dépendent pas de connecteurs, qui sont plutôt des capacités génériques à aller consommer par exemple des flux RSS, des flux CSV, que je vous montrerai juste après, ou aller consommer des collections taxis par exemple. Mais effectivement, pour certaines sources qui sont potentiellement plus complexes à modéliser, on va avoir un connecteur qui en fait fait la translation entre la source d'information, CrowdStrike, Intel 471, Mandiant, Recorded Future, Breaker, Sentinel-1, etc., vers plutôt des éléments au format Stix et au format adapté à OpenCTI. Ensuite, on va avoir toute une autre catégorie de connecteurs qui est là pour parser des fichiers, qu'ils soient structurés ou non structurés. Même si la partie maintenant CSV est intégrée à la plateforme, enfin, je vous montrerai un peu ça après, c'est assez intéressant de voir comment effectivement ça a été implémenté pour pouvoir dynamiquement mapper aujourd'hui des fichiers qui sont plutôt sous forme de colonnes dans un graphe de données et pouvoir mapper effectivement des relations entre les colonnes, etc. Je regarde si jamais il y a des questions. Ensuite, on va avoir toute une autre catégorie de connecteurs qui va être là, effectivement, pour prendre de l'information et l'enrichir, soit automatiquement, soit à la demande. Donc, c'est ce que je vous montrais un peu ici. Ici, par exemple, je peux déclencher sur cet artefact le connecteur Hybrid Analysis pour envoyer effectivement l'artefact à la sandbox, récupérer un certain nombre de choses. Ok, bon, ça c'est aussi intéressant. Bon, on va peut-être envoyer à Virus Total pour voir s'il y a des choses. Mais bon, peu importe.
je passe rapidement sur cette partie-là. Et puis après, on va avoir d'autres types de connecteurs. On va avoir des connecteurs plutôt dits d'export. Donc en fait, tout est exportable dans la plateforme à tout moment. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez prendre l'artefact ici et choisir effectivement de l'exporter soit au format PDF, soit au format CSV, etc. Alors bien sûr, moyennant le fait que ce soit compatible, mais n'importe quel rapport ou n'importe quelle liste à tout moment dans la plateforme, si vous prenez un rapport et que vous voulez en extraire effectivement les indicateurs pour les envoyer, vous pouvez toujours exporter l'information. Et puis, on va avoir ensuite tout ce qui va être plutôt en aval ou alors plutôt bidirectionnel. On a beaucoup de connecteurs qui servent à prendre de la data qui existe dans OpenCTI et à la mettre ailleurs, donc du Splunk, du Elastic, du QRadar, du Microsoft Sentinel, du HarFangLab, du SentinelOne, pour pouvoir véritablement feeder ces éléments-là et surtout aussi en collecter potentiellement les incidents, les cases, les sightings. Donc, ce sont souvent des connecteurs qui sont un peu bidirectionnels, même si leur utilité, on va dire, initiale est de prendre de la data qui est dans la plateforme, basée effectivement sur un certain nombre de filtres, et de la mettre ailleurs. Et donc, je reviens un petit peu justement sur les capacités. Alors, on a la partie ingestion un peu built-in, donc la capacité, par exemple, à créer des flux RSS, à consommer des taxi feeds ou à consommer également d'autres plateformes OpenCTI. C'est un peu l'idée. On a récemment, justement, pour la première fois, alors côté dans le cloud de Filigrane, mais ça se fait aussi hors de nos infrastructures, on va dire, d'hébergement SaaS, d'avoir effectivement un réseau d'un ISAC entier, mais avec chacun effectivement sa propre plateforme qui échange plutôt de l'information en étoile, en mode, voilà, je partage uniquement cette information-là avec un sous-groupe de mon ISAC ou avec l'ensemble de mon ISAC, avec une capacité à gérer des sous-groupes de partage de manière automatisée et temps réel. Ça, c'est un des éléments importants. Et puis ensuite, on va retrouver donc ça, c'est justement la partie stream que vous avez au milieu. Donc par exemple, ici, vous avez des exemples. L'idée, c'est de dire, OK, moi, je veux partager de l'information où je veux fider des capacités de blocage ou des capacités de détection et j'ai accès pour ça à des filtres assez avancés en matière de connaissances pour dire, bah, OK, moi, par exemple, mon flux de détection, ça va être uniquement effectivement des indicateurs qui vont avoir un score qui va être, par exemple, supérieur à 60, qui vont avoir un niveau de confiance qui va être supérieur, alors là, en l'occurrence, à 60 également, probably true, et une fois et qui seront, par exemple, non révoqués. Donc, je vais juste mettre le petit filtre revoked ici, qui seront non révoqués. Quand on crée ce type de stream qui vont ensuite effectivement être utilisés pour aller alimenter des capacités de blocage ou des capacités de détection, lorsque le système tiers le supporte, c'est véritablement OpenCTI qui va gérer le cycle de vie de ces indicateurs. Donc l'objectif, c'est que si par exemple, à un moment donné, dans le cycle de vie, l'indicateur est révoqué parce qu'il n'est plus valide, ou que par exemple son niveau de score descend dans le temps selon un algorithme de decay, eh ben, effectivement, à partir du moment où le score va être inférieur à 60 ou que l'indicateur va être révoqué, il va automatiquement être supprimé de la plateforme tierce. Donc, par exemple, si l'indicateur est présent dans un Microsoft Sentinel à des fins de détection ou dans un EDR à des fins de blocage, l'indicateur va automatiquement être supprimé. Donc ça, c'est pour la partie sharing. Ensuite, dans OpenCTI, on va retrouver effectivement des capacités d'automatisation et de playbook, plutôt pas dans l'objectif du tout de pouvoir remplacer un système de SOAR, par exemple, comme vous auriez dans une organisation, mais bien au contraire, à des fins plutôt d'automatisation à l'intérieur de la plateforme pour traiter de la donnée, enrichir selon certaines conditions, manipuler des filtres, manipuler aussi une capacité à résoudre des choses et à déclencher des campagnes de hunting automatisées via, par exemple, l'application d'un label en fonction de certains critères et en fonction de certaines sources, etc. Donc ça, on va retrouver cette capacité d'automatisation ou la capacité d'import. Je ne sais pas si je suis dans les temps. N'hésitez pas à me dire si je suis en train de dépasser. Je crois qu'il ne me reste pas très longtemps. OK. Donc, donc, dernière chose, effectivement. Donc là, je vais vous donner un exemple ici, par exemple, sur un tableau de bord qui a été construit récemment sur la partie secteur de l'énergie. Et quand je vous disais justement, l'objectif, c'est de fournir de la data qui soit un peu pertinente selon des filtres assez avancés
de traverser du graphe en fait une ou deux fois. Ici, vous avez un tableau de bord qui est entièrement focus sur le secteur de l'énergie et les sous-secteurs associés. Donc ici, par exemple, vous avez en fait, quand on parle de menaces qui ciblent l'énergie, on parle bien d'un threat actor, d'un intrusion set, d'une campagne qui vient cibler le secteur de l'énergie et ensuite on va effectivement en déduire les intrusion sets qui sont les plus actifs. Quand on parle ici, par exemple, des vulnérabilités qui sont ciblées dans ce secteur d'activité, en fait, on va d'abord scoper sur des menaces qui ciblent ce secteur-là. Et ensuite, on va prendre effectivement toutes les vulnérabilités qui sont ciblées par ces menaces, par exemple, dans les 3 derniers mois, et on va en sortir effectivement les vulnérabilités les plus importantes. Et ensuite, ce qui va être possible de faire directement dans la plateforme, c'est de refine ces vulnérabilités en fonction de savoir si elles sont attachées à des softwares qui sont présents ou non dans un système d'information. Et par conséquent, on va pouvoir effectivement faire un poids supplémentaire dans, par exemple, une priorisation opérationnelle de remédiation de ces vulnérabilités. Si on va avoir, par exemple, retrouver effectivement les campagnes ou des indicateurs en fonction effectivement de la phase de kill chain à laquelle ils sont liés, on va retrouver, bon, voilà, on va retrouver un certain nombre de statistiques. Il est possible de se mettre des alertes, et ça, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes. Lorsque une nouvelle campagne va cibler un secteur en particulier, lorsqu'un nouveau rapport parle de ce secteur, on va pouvoir soit définir alors ce qu'on appelle des triggers et être notifié effectivement soit dans l'interface, soit par mail, en disant bah, OK, ici, je vais créer un nouveau trigger en disant, bah, OK, si j'ai effectivement une campagne qui vient cibler, et là, je vais juste me poser sur un secteur en particulier, on va prendre un autre, le secteur de la finance, ici. Je vais effectivement m'envoyer un mail directement. Si on trouve que c'est trop verbeux, pardon, on va pouvoir se dire, OK, en fait, moi, ce que je préfère, c'est ce trigger de test que je viens de créer, je vais m'envoyer effectivement par mail, mais plutôt un digest tous les lundis matins. Je vais recevoir l'ensemble des rapports et l'ensemble des nouvelles campagnes qui ont ciblé mon secteur d'activité pour potentiellement être investiguées. Mais tout ça et toute cette capacité, on va dire, d'automatisation et des notifications, elle est aussi disponible dans l'automatisation pour pouvoir justement prendre des actions et envoyer ça directement pour hunting et pour remonter d'informations. La dernière chose, et je m'arrêterai là, concernant cette présentation, c'est la capacité de la plateforme à avoir des niveaux de ségrégation d'informations assez avancés, soit entre des capacités à ségréguer l'information entre plusieurs sous-organisations ou filiales à l'intérieur d'une même entreprise, par exemple, ou une capacité de customisation qui est assez avancée. Quand je parle de customisation, c'est qu'aujourd'hui, si je prends par exemple la partie incident response, on va pouvoir bien sûr modifier son workflow pour chaque type d'entité. Si jamais on n'utilise pas certaines catégories de la plateforme parce qu'elles ne sont pas pertinentes dans l'organisation, par exemple, on n'utilise pas la partie case management, on peut complètement customiser le menu ici qui est sur le côté. Si par exemple on utilise un niveau d'échelle différent pour ce qui va être de la sévérité ou du niveau de confiance, on peut changer par exemple le code ici ou voire complètement changer d'ailleurs les échelles de confiance qui sont liées à de la CTI. On va avoir toute la partie raisonnement automatique sur laquelle je ne reviendrai pas ici, qui va être la capacité de la plateforme à raisonner et à créer de manière automatique de la connaissance basée sur des règles d'inférence qui sont encore une fois aussi customisables. On peut en désactiver ou en réactiver certaines. Et enfin, toute la partie taxonomie et vocabulaire est également quelque chose qu'on peut complètement personnaliser. Alors, généralement, c'est basé effectivement sur la partie Stix. Donc, quand on a, par exemple, on sait rien, les catégories de permissions, est-ce qu'on doit être root, user, etc., on peut tout à fait customiser cette partie vocabulaire, customiser la partie case, et enfin, effectivement, avoir une partie sécurité qui est importante. Alors, je voudrais laisser un peu de temps pour les questions. Ça fait beaucoup d'informations en même temps. On est passé sur à peu près 10% de la plateforme. Et je suis vraiment désolé, je suis un peu malade, donc faut m'excuser si parfois la présentation est un peu poussive. Mais Alors, voilà, vous avez un aperçu assez vaste de ce que peut faire OpenCTI. c'est parfait, merci beaucoup, Samuel, pour la présentation. Donc,